Quand on pense révolution industrielle, on imagine tout de suite quoi? Les machines à vapeur, le charbon, les usines. Mais, et si la véritable étincelle, le vrai déclic se trouve ailleurs? C'est ce qu'on va voir. On mène l'enquête pour démasquer le vrai responsable. La question peut paraître simple, hein. Qu'est-ce qui a vraiment lancé la révolution industrielle? Mais sa réponse, elle a complètement redessiné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, creusons un peu. Qu'est-ce qui a vraiment mis le feu aux poudres? Allez, on se transporte dans le temps. Imaginez, on est en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. L'économie est en pleine ébullition. La demande pour les textiles, les objets en métal, elle explose littéralement. C'est simple, les artisans sont débordés. Ils n'arrivent plus du tout à suivre. On est face à une véritable pénurie de main-d'œuvre. Et voilà le point de départ de notre petite enquête. C'est ça le grand mystère du XVIIIe siècle. D'où pouvait bien venir cette demande complètement folle? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et attention, hein, on ne parle pas d'une petite augmentation de la demande, non, c'était un véritable raz de marée, une vague immense qui submergeait tout. Les capacités de production de l'époque étaient complètement dépassées. Il fallait trouver une solution, et une solution radicalement nouvelle. Et vite. Alors, qui est notre premier suspect dans cette affaire? Eh bien, il est tout désigné, c'est le commerce mondial. Faut dire que l'Angleterre, à cette époque, c'est la grande puissance maritime. Elle a des bateaux partout, elle est tournée vers le monde entier. Donc la question se pose, est-ce que la réponse ne viendrait pas tout simplement de l'étranger? Ok, regardons un peu les preuves, les pièces à conviction. D'abord, la Grande-Bretagne domine les mers, c'est un fait. Ensuite, elle a des marchés énormes dans ses colonies, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie. Tout ça, ça représente un débouché absolument gigantesque pour ses produits. Et là, tenez-vous bien, on a une preuve qui pèse lourd. Au milieu du XVIIIe siècle, la moitié de toute la production de laine anglaise part à l'exportation. 50%. C'est énorme. On imagine bien la pression que ça devait mettre sur les producteurs. Bon, le dossier contre le commerce mondial a l'air plutôt solide, non? Les exportations tirent la demande, ça semble logique. Sauf que, il y a un hic, un gros hic même. Quand on regarde une carte de l'Angleterre, quelque chose cloche. Bizarrement, les grands centres industriels, les usines, elles ne poussent pas dans les ports, là où on les attendrait. Non, elles apparaissent à l'intérieur des terres. Étrange. Et ça, évidemment, ça nous amène à une question fondamentale. Si le commerce mondial n'est pas toute l'histoire, alors, est-ce que la solution à notre énigme ne se trouvait pas en fait juste sous notre nez, sur le sol anglais lui-même? Allez, on change complètement d'angle, on se tourne vers notre deuxième suspect, le marché intérieur. Et si finalement, toute cette révolution avait commencé à la maison? Alors, quel est le premier indice pour cette nouvelle piste? Eh bien, il est démographique. Il faut savoir qu'après une très longue période où la population n'évoluait pas beaucoup, tout d'un coup, elle se met à augmenter, et pas qu'un peu. Regardez ces chiffres, ils sont assez fous. En à peine un siècle, la population de la Grande-Bretagne a triplé. On imagine? C'est 3 fois plus de monde à habiller, à loger, à équiper en objets divers. En toute logique, la demande aurait dû exploser, non? Mais il y a toujours un mais. Sauf que, attention, ce n'est pas si simple. Parce que plus de monde, ça veut aussi dire plus de bouches à nourrir. Et si la production de nourriture ne suit pas, qu'est-ce qui se passe? Les prix s'envolent, le pouvoir d'achat s'effondre et la belle mécanique s'enraye. Donc non, l'argument de la démographie seule, ça ne tient pas la route. Et c'est là, justement, qu'on touche au cœur de notre deuxième théorie. Le vrai déclic, ce n'est pas juste qu'il y avait plus de gens. C'est que ces gens voulaient plus de choses. Il y a eu un vrai changement dans les têtes. On ne se contentait plus du strict nécessaire. Ce phénomène, les historiens lui ont même donné un nom, la révolution de la consommation. C'est bien plus qu'une question d'économie, c'est une transformation culturelle super profonde. Tout à coup, un désir pour des objets nouveaux se répand partout, dans toutes les classes de la société, y compris chez les plus modestes. Et c'était quoi ces objets du désir? Eh bien, des choses qui nous sembleraient peut-être banales aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était de vrais marqueurs de statut, de modernité. On parle de tissus à la mode, très colorés comme les indiennes, de jolis rubans, des petits bijoux. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce désir a enclenché un tout nouveau cycle économique. C'est une sorte de cercle vertueux, ou vicieux, c'est selon. Pour s'offrir ces nouveaux objets, il fallait plus d'argent. Et pour avoir plus d'argent, il fallait travailler plus. C'est vraiment ce moteur du désir qui a poussé de plus en plus de monde à travailler davantage. Ok, récapitulons. On a nos deux suspects sur le banc des accusés. Le commerce mondial d'un côté, le marché intérieur de l'autre. Deux théories qui tiennent la route. Il est temps maintenant de rendre le verdict et d'assembler toutes les pièces de ce grand puzzle.
Et la première chose à dire, c'est qu'en histoire, il y a rarement une seule réponse toute faite, un seul grand coupable. La réalité est toujours un peu plus complexe que ça. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a le commerce extérieur. La preuve clé, ces fameux 50% de laine exportée. C'est énorme. Mais sa limite, c'est que les usines sont loin des ports. De l'autre côté, la consommation intérieure. Son point fort, c'est cette incroyable révolution du désir. Mais son point faible, c'est que la démographie seule ne suffit pas à tout expliquer. Le verdict final, il est donc bien plus subtil et franchement, bien plus intéressant. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est en fait l'interaction, la combinaison des deux qui a tout changé. D'un côté, des marchés mondiaux prêts à absorber la production, et de l'autre, une nouvelle culture de consommation qui pousse à produire toujours plus. C'est ce cocktail explosif qui a préparé le terrain. Et pour finir, cette plongée dans l'histoire nous laisse avec une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Ce moteur du désir, cette envie de posséder, de consommer qui est né il y a près de 300 ans, ça nous rappellerait pas quelque chose? Ça ne nous semble pas, disons, étrangement familier? C'est peut-être ça finalement, la plus grande leçon de toute cette histoire.